Le chemin sur lequel vous marchez est très étroit, et il est bordé à droite comme à gauche par un sol d'aspect marécageux. De temps à autre, des émanations putrides s'en échappent, et de grosses bulles éclatent à sa surface. Soudain, vous apercevez un vieil homme qui se dirige vers vous, en suivant le chemin. Il est revêtu d'un long manteau, et s'appuie sur un fort bâton de chêne. Bien qu'il ne soit plus maintenant qu'à quelques mètres de vous, et voilà l'homme. Attendez, parce que je crois que j'ai oublié un mot là. Il vous semble qu'il ne s'est pas rendu compte de votre présence. Vous pouvez franchir les quelques mètres qui vous séparent de lui, ou, si vous le préférez, vous pouvez faire quelques pas hors du chemin pour lui laisser le passage. Alors, voilà le vieil homme avec son bâton. Il a l'air assez débonnaire. Est-ce que ça pourrait pas être quelqu'un qui nous aiderait un petit peu? Eh bien, j'ai décidé d'aller lui parler. Voilà. Parce que je suis de naturel sympathique et affable. Comme vous vous approchez du vieil homme, il s'arrête et vous dit « Mon nom est Chambol et mon surnom Œil de Faucon. Bien que je sois aveugle, écartez-vous de mon chemin et laissez-moi passer. Allez-vous faire ce qu'il vous demande, au risque de mettre les pieds dans le marécage qui entoure le chemin, ou préférez-vous lui ordonner de se pousser lui-même pour vous laisser passer ?» On va à la confrontation, on risque quelque chose. Allez, on va mettre les pieds dans le marais pour voir ce qui se passe un peu, ça va être rigolo. On va au 202. Je sens que je vais le regretter dans quelques instants. Votre surprise est grande lorsque vous constatez que le sol sous vos pieds est ferme, en dépit de son apparence visqueuse. Et alors qu'il vous croise, Chambol vous lance son bâton et un sac plein de glands. Il vous suffira de jeter un de ces glands pour qu'aussitôt un immense chêne pousse en quelques secondes, vous déclare-t-il. Quant au bâton, il transformera l'une des créatures les plus redoutables d'Arcane en l'ami le plus fidèle. Et puisque vous avez décidé de vous attaquer à ce démon, je vais vous donner un conseil. Plutôt que de chercher ce qui tue les démons, plutôt que de prendre ce qui donne le pouvoir, choisis sans hésiter ce que feu brûleront et détruis la demeure de ton tout dernier soir. Et voilà une énigme à interpréter. En tout cas, il m'a donné un sac plein de glands et il m'a donné un bâton pour transformer une créature. Et sans ajouter un mot, il s'éloigne. Quelque peu abasourdi, vous répétez à plusieurs reprises ce qu'il vient de vous dire, mais cela vous semble pour le moins obscur. Néanmoins, heureux des cadeaux qu'il vous a faits, vous regagnez le sentier et vous reprenez votre chemin. Bon, ça c'est bien fini. Donc il y a les glands pour faire pousser un chêne magique, ça peut nous aider. Et puis il y a le bâton contre les démons. Ben, contre un démon. Ok. Eh ben écoutez, on continue, on va au 121 et on a la suite, un peu de notre aventure. Soudain, vous apercevez devant vous une lueur qui clignote dans la brume, et c'est avec soulagement que vous comprenez que vous allez enfin sortir de ce maudit marécage. En effet, vous ne tardez pas à fouler un sol ferme et, peu de temps après, vous arrivez devant la porte d'une auberge. Sans aucun doute, c'est de ce lieu que provenait la lumière, car la façade du bâtiment est brillamment illuminée par des torches qui sont plantées dans de longs porte-flambeaux fichés en terre. Au-dessus de votre tête, une enseigne se balance en grinçant. En déchiffrant l'inscription qui y est portée, vous apprenez que vous vous trouvez au repos du chevalier. Dans un coin sombre, il vous semble apercevoir la silhouette d'un corps étendu à terre. S'agit-il d'un homme ivre ou d'un cadavre?
vous jugez plus prudent de ne pas apporter de réponse à cette question. De l'auberge vous parviennent des éclats de rire, grossiers. Vous doutant que l'endroit est mal famé, allez-vous poursuivre votre route vers la citadelle, ou préférez-vous néanmoins pousser la porte de l'auberge? Bon, pour moi, la porte de l'auberge et l'auberge ne présentent que des ennuis, donc je vais continuer vers la citadelle. C'est ainsi, c'est mon choix. Je vais peut-être le regretter, mais néanmoins, pour l'instant, c'est ainsi. Le chemin s'élève en spirale autour du pic, et il vous semble avoir marché pendant une éternité. Lorsque vous parvenez enfin sur un terre-plein, barré à son extrémité par un lourd portail de chêne, de chaque côté de ce portail, éclairé par la froide lumière de la lune, se dresse un squelette de pierre qui semble vous fixer de son regard vide. Vous êtes envahi par un pressentiment funèbre, mais vous reprenez vite courage et vous vous dirigez vers la lourde porte. Allez-vous manifester votre présence d'une façon ou d'une autre, afin que l'on vienne vous ouvrir, ou préférez-vous essayer de pousser le portail sans attirer l'attention? Eh bien, on aperçoit le dessin. De chaque côté du portail se dresse un squelette de pierre. Ok. Une belle porte. Ben, j'ai un parchemin qui ouvre les portails, il paraît. Donc, je vais aller au 130 et je vais utiliser mon parchemin. Alors, le portail est verrouillé. Possédez-vous le parchemin du squelette cavalier? Si oui, allez là, sinon il vous faut frapper à ce portail. Eh bien, j'ai le parchemin. Donc, je vais directement entrer sans avoir à frapper, ce qui va me permettre de m'infiltrer sympathiquement, sans être invité. Vous déchiffrez les caractères uniques qui sont inscrits sur le parchemin, et le portail de chêne commence à s'ouvrir lentement dans un effroyable grincement. Le parchemin disparaît alors d'entre vos mains, mais il vous a permis de pénétrer dans la cour d'entrée de la citadelle de l'ombre. Ok, donc je n'ai plus le parchemin. C'est dommage, je l'aurais bien gardé toute l'aventure. Nous continuons et nous arrivons ici. Voilà, on est à l'intérieur maintenant. Les tours de la citadelle. Devant vous, la cour est éclairée par la froide lumière de la lune. Un peu plus loin, vous distinguez l'inquiétante masse de l'une des tours de la citadelle. Vous franchissez néanmoins le portail sans la moindre hésitation. Et alors que vous vous dirigez vers la tour, vous remarquez légèrement sur votre gauche un obélisque de pierre. Allez-vous traverser la cour, ou préférez-vous tout d'abord aller examiner cet obélisque de plus près? Alors, est-ce que ça va servir d'alarme, l'obélisque, si je vais le voir? Qu'est-ce que cet obélisque pourrait m'apporter d'intéressant? Bah écoutez, je vais quand même tenter d'aller le voir, hein, pour ne pas passer à côté d'un secret important. Tout à coup, un cri perçant vous fait sursauter. En levant la tête, vous apercevez la silhouette d'un grand oiseau qui est perché au sommet de la tour. Il ne semble pas vous avoir aperçu, mais vous prenez cependant grand soin de marcher dans l'ombre. Vous êtes suffisamment près de l'obélisque maintenant pour constater qu'il s'agit d'un pilier de granit sculpté de forme démoniaque. Souhaitez-vous vous diriger vers la tour, en prenant garde à ne pas vous faire remarquer par l'oiseau, ou préférez-vous examiner tout d'abord l'obélisque? Y aurait-il des indications? Est-ce que l'oiseau va finir, au contraire, par me remarquer? Allez, on est venu voir l'obélisque, on va l'observer. À mon avis, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas grave. Allez oui, il va y avoir un combat. Ouh là là, non, pire que ça. L'obélisque semble frémir au fur et à mesure que vous vous en approchez. Et soudain, les figures démoniaques qui semblent sculptées dans la pierre s'envolent et vous entourent, vous labourant les chairs de leurs griffes acérées.
Vous les combattez comme si elles n'étaient qu'une seule créature. Endurance 12. Le problème, c'est qu'elles sont nombreuses. Alors, on lance les dés. Ça fait 7. De 6 à 12, les démons perdent 3 points d'endurance. Ça tombe bien. Moins 3. Ça fait 9. Je ne fuirai pas. D'ailleurs, on ne me le propose pas. Donc, à mon avis, c'est foutu. 5. 5, vous perdez 3 points d'endurance. Oh, ça ne fait déjà plus que 18 sur mes 27. Mon Dieu, j'espère que je vais pouvoir en obtenir de nouvelles. 12. Oui, le max. Le max, à nouveau, il perd 3 points d'endurance. Ce qui nous fait 6. Allez, je peux le faire, je peux le faire. 5 et 5, 10. Ok. Encore moins 3. Ils n'ont plus que 3. Ce qui fait que si je suis vainqueur au prochain coup, eh bien, ça se passera pas mal. 6 et 2, 8. Ok, nickel. Ouf, 0, j'ai gagné. Oh la vache. C'était chaud, hein. C'était hardcore de chez hardcore. J'essaierai d'avoir un truc un peu plus sexy la prochaine fois pour l'aider. Si vous êtes vainqueur, vous vous dirigez vers la tour en prenant soin de rester dans l'ombre du mur pour ne pas être remarqué. Ok. On a gagné le combat, mais j'ai perdu beaucoup de points pour l'instant quand même. C'est chaud. La tour comporte 3 grandes portes. On voit un petit peu ici. 3 grandes portes. Une porte d'or, une porte de bois et une porte de fer. Laquelle de ces 3 portes allez-vous essayer tout d'abord? Eh bien, on va essayer la porte de bois, d'accord, pour pas avoir l'air de trop vouloir de richesse. La porte de bois. Allez, on y va. On fait vraiment avec les moyens du bord, mais ça marche, hein, on y arrive, on y arrive. La porte de bois se referme derrière vous dans un bruit sourd et vous vous retrouvez dans un long corridor éclairé par des torches plantées dans des porte-flambeaux fixés au mur. De part et d'autre de ce couloir se dressent des armures tenant chacune une hallebarde dans son gantelet droit. Ça va dégénérer, ça, cette affaire. Si vous souhaitez vous aventurer plus avant dans ce corridor, rendez-vous là-bas. Mais peut-être possédez-vous un objet qui pourrait vous être utile. Je ne sais pas à quoi sert l'anneau d'argent. Est-ce que l'anneau d'argent peut servir? Ben, dans ce cas-là, je vais aller voir s'il s'agit bien de mon anneau d'argent qui pourrait faire en sorte qu'elle ne m'attaque pas. Possédez-vous la boule de bilboquet du troll? Non, je ne l'ai pas. Donc je suis obligé de m'avancer. Eh oui, donc voilà, je sens que ça va bastonner. Je vais être attaqué par les armures. Alors que vous arrivez à la hauteur de la première armure, vous voyez soudain la hallebarde qu'elle tenait dans son gantelet de fer bondir en l'air, puis se diriger en sifflant vers vous. Jetez 2 dés. Si le chiffre que vous obtenez est égal ou inférieur à votre total d'habileté, c'est-à-dire 4, sinon rendez-vous en 162. Super, avec 2 dés, avoir un total inférieur ou égal à 4, ça fait plaisir. 9, donc rendez-vous au 162. Je vais être blessé si ce n'est mort. La lance frappe votre armure, sur laquelle elle rebondit. Ah, ben ça c'est bien. Mais le choc a été si brutal que vous ressentez une forte douleur qui vous fait perdre 3 points d'endurance. Si vous êtes toujours vivant, vous savez maintenant ce qu'il faut faire pour éviter d'autres mésaventures de ce genre. Aussi, c'est en prenant les plus grandes précautions que vous progressez dans le corridor en évitant les hallebardes qui sifflent à vos oreilles à chaque fois que vous passez devant une armure. Rendez-vous au 94, mais moins 3 encore, ce qui fait 15. Mon Dieu.
Rendez-vous au 94. Ah, une fois qu'on est dedans, on est dedans. Hein. Moi, je suis à fond, là. Ça n'a peut-être pas le temps de finir, mais en tout cas, on avance. Vous atteignez sain et sauf l'extrémité de ce diabolique corridor qui débouche sur un vestibule dont les murs sont tendus de tapisseries anciennes. Celui-là a été entouré par... le précédent propriétaire du livre a été entouré d'un cercle au crayon. Vous vous trouvez dans un grand vestibule, dont le mur nord est percé d'une fenêtre. En vous en approchant, vous constatez qu'un ravin sombre sépare le donjon des tours extérieures de la citadelle, où vous vous trouvez actuellement. En regardant au sommet de ce donjon, il vous semble apercevoir une silhouette noire qui vous observe attentivement. Mais un nuage passe alors devant la lune, plongeant la scène dans l'obscurité. Et lorsque vous distinguez à nouveau l'énorme tour qui se dresse devant vous, la silhouette a disparu. 2 escaliers peuvent vous permettre de quitter ce vestibule. L'escalier de gauche passe tout d'abord sous une arche gothique et aboutit dans une petite cour où flotte un léger brouillard. Un sentier serpente entre les maigres arbres qui y sont plantés et des blocs de pierre qui se sont sans doute détachés des murailles, et conduit jusqu'à une porte située au pied du donjon. Quant à l'escalier de droite, il descend jusqu'à une terrasse déserte, éclairée par la lune, qui surplombe le ravin. Le faîte d'un arbre gigantesque arrive à la hauteur de cette terrasse, et il vous semble qu'en vous laissant glisser de branche en branche, vous pourriez atteindre sans encombre le fond de ce ravin. Si vous voulez essayer de pénétrer dans le donjon, il vous faut emprunter obligatoirement l'un ou l'autre de ces chemins. Allez-vous descendre l'escalier de gauche ou celui de droite? Celui qui va dans le ravin. Eh ben, je vais essayer de passer par le ravin, parce qu'avec mes graines de chêne, je pourrais peut-être remonter comme ça. Vous descendez jusqu'à la terrasse, c'est ça. Devant vous, vous devinez, plus que vous ne les voyez, les hautes murailles du donjon. En vous penchant sur le parapet qui entoure la terrasse, vous constatez que le ravin est profond d'une 50aine de mètres, et vous examinez avec perplexité l'arbre gigantesque qui y a poussé, et dont les plus hauts feuillages arrivent à votre hauteur. Après tout, il ne serait certainement pas difficile de descendre dans ce ravin en sautant d'une branche à l'autre. Si vous choisissez cette solution, rendez-vous là. Mais vous pouvez également utiliser le sac de gland de Chambol, si toutefois vous le possédez. Et oui, j'ai le sac de gland, avec plein de glands. Donc, je l'utilise immédiatement, parce que j'ai l'impression que mon habileté ne va jamais s'en remettre. Vous saisissez un gland dans le sac, et vous le laissez tomber dans le ravin. Tout d'abord, rien ne se passe. Puis, vous entendez comme un bruissement, et vous êtes totalement abasourdi en voyant un chêne surgir de l'obscurité dans une envolée de feuillage. Le gland magique a germé à une incroyable vitesse pour donner naissance à un immense chêne dont les branches se balancent maintenant au-dessus de votre tête. Sans perdre un instant, vous vous laissez glisser le long du tronc et vous arrivez rapidement au fond du ravin. À peine avez-vous fait quelques pas que vous constatez que l'autre arbre se met subitement à frémir avant de s'effondrer lentement sur le sol. Et de son tronc disloqué sortent alors des milliers de gros vers à bois qui grouillent frénétiquement en tous sens. Écœuré par cet immonde spectacle, vous vous éloignez à grands pas en direction de l'entrée d'un tunnel dont vous avez remarqué la sombre ouverture dans la paroi du ravin. Bon, je m'en sors pas mal. Je sais pas si j'ai encore droit à des glands, ou si pour moi le gland c'est fini. Je ne sais pas. Impossible de vous tromper. D'après l'odeur qui règne ici, vous vous trouvez actuellement dans les égouts de la citadelle de l'ombre. Mais qui pourrait imaginer que quelqu'un puisse essayer de pénétrer dans la citadelle par un chemin aussi épouvantable? Aussi, en serrant les dents, vous avancez dans une eau saumâtre, vous cramponnant aux parois du tunnel pour ne pas glisser dans la boue et les détritus qui retiennent vos pieds. Cependant, au bout de quelques minutes, vos yeux se sont habitués à l'obscurité et vous ne prêtez plus attention à l'odeur. Aussi êtes-vous d'autant plus surpris lorsque vous recevez en plein visage le contenu fétide d'un baquet plein d'eau sale et de déchets de cuisine.
Lancez 2 dés. Non, je recommence parce qu'il y a trop de dés là-dedans. Il y a trop de dés là-dedans. 3 et 1, 4. Ouf! Ouf! Mon habileté est bonne. Ouh, si le résultat que vous obtenez est égal ou inférieur à votre total d'habileté, rendez-vous là. Sinon, ouais. Pour une fois que ça passe. Pour une fois que ça passe. Vous êtes entraîné par ce déluge d'immondices, mais vous parvenez néanmoins à vous agripper à la paroi du tunnel. Vous vous débarrassez de tous les détritus qui se sont accrochés à vous, et en grimaçant, vous reprenez votre progression dans l'égout jusqu'à atteindre finalement une petite cave pauvrement éclairée, dans laquelle se trouve un orc occupé à remplir un baquet d'épluchures de légumes entassés dans un coin. Il vous tourne le dos, et vous aurez le bénéfice de la surprise dans ce combat que vous allez lui livrer. Allez, un gobelin éplucheur, c'est parti. On va bientôt s'arrêter là pour cette première partie, à moins que je meure. L'orc fait un bond de surprise, et vous lui portez le premier coup avant qu'il n'ait pu réaliser ce qui lui arrive. En hurlant de douleur, il se précipite vers le mur et décroche un hachoir de boucher. Puis il se tourne vers vous et s'avance dans votre direction, l'air féroce. Donc, il a 9 d'endurance, et je lui ai déjà enlevé... Bah, je lui ai enlevé combien, alors? J'ai le droit de lui enlever 3 points, là? Oh, bah, je lui enlève 3 points, je vais pas le savoir, hein. Allez, pas déconner, quand même, sinon ça sert à quoi que je le frappe en premier? Allez, on y va, on continue. 8. Il perd 3 points d'endurance. Ok, voilà, oh ouais, on va tricher un peu, hein, si nécessaire, alors ça fait 3, voilà. Allez, on va finir vite ce combat d'épluchures. Et là, voilà, 8 encore, très bien. Encore moins 3, 0, capoute. Ils sont tous capoutes. Sauf le premier troll, que j'ai laissé en fuyant. Ok, je suis vainqueur. Rendez-vous au 114. On y va. L'orc tombe dans l'égout dans lequel il disparaît rapidement. Quelques bulles viennent seulement crever la surface, puis tout redevient calme. En fouillant la cave, vous découvrez une miche de pain noir et un morceau de fromage posé sur un tabouret. Comme vous êtes tenaillé par la faim, vous approchez, non sans une moue de dégoût, le fromage de votre bouche et vous le goûtez du bout des dents. À votre grande surprise, il se révèle tout à fait excellent et vous n'en faites qu'une bouchée. Ce maigre mais néanmoins très agréable repas vous fait gagner 6 points d'endurance. Il est temps maintenant de quitter ce lieu humide. Vous gravissez donc les marches glissantes de l'escalier qui débouche sur un corridor pauvrement éclairé que vous prenez sur la gauche. Ok, plus 6 points. Donc 15 plus 6, on est de retour à 21. C'est déjà pas mal. Et on va au 153. De nombreux tunnels débouchent dans ce corridor, mais vous n'y prêtez aucune attention. Et bientôt, après être passé sous une voûte, vous pénétrez dans une petite pièce. Face à vous se trouve une porte en bois. Par une fenêtre, vous pouvez apercevoir les premières rafales d'une tempête de neige. Vous vous approchez de la porte en essayant de faire le moins de bruit possible et, vous penchant, vous collez votre œil à la serrure. L'œil rouge que vous découvrez alors de l'autre côté de la porte vous fait reculer précipitamment. Dans le même temps, un choc ébranle la porte, suivi par un sourd grondement. De toute évidence, un molosse se tient dans l'autre pièce. Vous pouvez ouvrir la porte en espérant que le chien se montrera amical, mais si vous préférez ouvrir la fenêtre et vous engager sur l'étroite corniche que vous avez remarquée, allez donc ailleurs. Alors, on va voir le molosse pour rigoler, parce que peut-être qu'il est sympa. C'est peut-être lui dont je peux faire mon ami, là, avec le bâton. Allons voir ça. 192. Je prends tous les risques.
Est-ce que ça sera payant? Vous ouvrez la porte et vous vous trouvez nez à nez avec un molosse qui vous fixe de ses énormes yeux, en frétillant de la queue. Sans se presser, il passe devant vous, traverse la pièce et s'arrête devant un mur qu'il renifle en poussant des gémissements. Si vous souhaitez pénétrer dans la pièce dans laquelle le chien se trouvait, allez là. Si vous préférez vous intéresser au mur devant lequel il s'est arrêté, rendez-vous au 38. Bon, autant regarder un petit peu ce qui m'intéresse. Pourquoi est-ce qu'on s'en ferait pas un allié? Pourquoi pas? Vous remarquez une légère fissure qui court de haut en bas dans le mur de briques devant lequel le chien s'est arrêté. Non loin de cette fissure, un porte-flambeau vide est fixé dans le mur. Sans nul doute, une porte secrète doit se cacher là. Vous saisissez le porte-flambeau et, le manœuvrant, comme un levier, vous l'abaissez. Aussitôt, un pan entier du mur se met à pivoter, dans un effroyable grincement, révélant une pièce au centre de laquelle se trouve une fontaine entourée d'un bassin. Plus loin, dans le mur nord, s'ouvre une nouvelle porte. Vous pouvez aller vers cette fontaine de plus près, si vous le désirez. Mais vous pouvez également vous diriger directement vers la porte. Bon, fontaine. Fontaine, on veut tout savoir. Pour un premier playthrough, on veut tout savoir. Et rien payer. Ah, on a un dessin de la fontaine. Magnifique. Vous vous avancez jusqu'au bord du bassin. Deux gargouilles de pierre, la gueule grande ouverte, crachent deux jets d'eau. Entre elles, et dans une petite niche, vous apercevez une paire de bottes d'elfe. Si vous voulez vous en saisir, il vous faudra mettre les pieds dans l'eau. Si vous préférez vous diriger vers la porte... Alors, les bottes d'elfe, elles sont peut-être sympas, mais... Je suis pas un elfe, et elles appartiennent peut-être à quelqu'un qui ne sera pas content. Bon, mais c'est peut-être un outil fort utile, donc tant pis. Quoi qu'il arrive, je vais prendre les bottes d'elfe. Elles sont gardées. Soudain, votre cheville est prise comme dans un étau de glace. Et vous avez beau essayer de dégager votre pied, il vous est impossible de le sortir du bassin. Alors, vous voyez l'eau commencer à s'agiter, et une créature liquide, la gueule ouverte sur de redoutables dents de glace, en surgir. Comme le monstre vous tient fermement, il vous est totalement impossible de prendre la fuite, et vous devez mener le combat à son terme. Monstre liquide, endurance 9. Ok. Nous lançons les dés. Ok, 10. Le monstre perd 3 points. Oups, désolé. Le crayon nous agresse. Perd 3 points. On est à 6. Ok, next. 6. Le monstre vous plante ses dents de glace dans une jambe et vous perdez 3 points d'endurance. Ben ça y est, c'est reparti. Me revoilà à 18. Allez, on continue. 6. C'est ça? Ouais. Donc encore 3 points d'endurance perdus. Oh, me revoilà à 15. Bon, pour l'instant, psy, ça sert pas à grand-chose. Hein, mais on va peut-être avoir affaire à des magiciens. Après, 10. Voilà. Moins 3. Allez. Le dernier coup. 10. Et 0. Capote. Très bien. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 35. Bon. Alors, j'espère que ces bottes valent le coup. Vous restez immobile quelques instants pour reprendre votre souffle. Puis, tendant le bras vers les statues, vous saisissez la paire de bottes. Vous vous asseyez alors sur le bord du bassin et, après avoir quitté vos vieilles bottes pleines d'eau, vous enfilez celles que vous venez de trouver. Ces bottes magiques vous donnent une incroyable impression de légèreté et vous gagnez 3 points d'habileté. D'accord? Eh bien alors ça fait 4 et 3, 7. Et donc c'est mon nouveau total de départ, d'après ce que j'ai compris. Eh bien ça c'est bien. Ravi de cette trouvaille, vous vous dirigez en sifflotant vers la porte. Oh, pas prendre la grosse tête, hein, pas prendre la confiance un peu. Située à l'extrémité de la pièce, et après l'avoir franchie, vous vous engagez dans un couloir. Rendez-vous au 37.
Vous vous trouvez maintenant dans un petit hall et vous faites face à une porte de bronze à double battant, décorée d'étranges figures représentant des êtres mi-hommes, mi-taureaux. Vous poussez les battants de la porte qui s'ouvre sans difficulté sur un corridor orienté est-ouest. Si vous souhaitez vous diriger vers l'ouest, passez par là, mais si vous préférez vous diriger vers l'est, passez par là. Voilà, aucune idée. Donc on va aller vers 20. Comme on n'a pas de plan et qu'on n'a absolument aucune idée de comment faire. On l'a même pas fait au fur et à mesure, mais à dire vrai, pour l'instant, je sais pas trop ce qu'on aurait dessiné. On aurait fait ça un petit peu au pif avec le ravin, la tour, la cour, l'arbre. Je sais pas trop ce qu'on aurait pu faire pour l'instant. Peu après, vous arrivez à la hauteur d'une porte située sur votre droite. Vous vous en approchez et vous entendez, provenant de derrière elle, un bruit étrange, semblable à celui produit par de l'eau bouillonnante. Si vous souhaitez ouvrir cette porte, rendez-vous là-bas, mais si vous préférez continuer, bon, je m'arrête pas parce que je sens que ça va me jaillir à la figure et me brûler, donc je n'ai pas envie d'y aller pour le moment. Voilà ce qui se passe. Vous arrivez bientôt au sommet d'un petit escalier, dont vous descendez les marches avec prudence, et vous entrez dans une pièce encombrée de meubles poussiéreux et d'armes rouillées pour la plupart. Parmi les vieilleries qui sont entassées dans ce lieu, vous remarquez des bannières de guerre que les valeureux chevaliers de l'Alassa brandissaient au cours des combats. Et vous vous jurez que, pourvu que vous vous sortiez vivant de ce sinistre château, après avoir détruit Arcane, le seigneur de l'ombre, ces bannières retrouveront leur place dans la chapelle de la forteresse de l'Aigle. Vous traversez ce débarras en vous frayant tant bien que mal un chemin à travers tout le bric-à-brac qui y est entreposé, et vous finissez par arriver devant une lourde porte de bois, sous laquelle filtre un ray de lumière. Collant votre oreille contre le panneau, vous entendez un bruit ressemblant à un profond raclement de gorge, suivi d'un grognement, puis un énorme éternuement vous fait sursauter. Vous décidez néanmoins de pousser la porte. Rendez-vous au 167. Que me voulez-vous, monsieur? Assis devant une table, un ogre est fort occupé à ronger un os ressemblant à un fémur. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. À votre arrivée, il lève la tête et vous fixe de ses petits yeux profondément enfoncés dans leurs orbites. « Qu'est-ce que vous voulez ?» grogne-t-il en plongeant son os dans un grand pot de poivre. La seule issue que vous remarquez dans la pièce est une porte. Mais... Et voilà l'ogre en train de festoyer. Mais pour l'atteindre, il vous faut contourner la table de l'ogre. Allez-vous revenir sur vos pas, vous ruer sur l'ogre, l'épée à la main, ou préférez-vous lui offrir du vin de loup-garou, si toutefois vous en possédez? Eh bien, je n'ai pas de vin de loup-garou, donc je vais essayer de contourner l'ogre discrètement. Je ne crois pas que ça va bien se passer. Je ne crois pas. Ça serait étonnant. Donc on y va. 128. On est bon. Oula, apparemment on va pas trouver mieux. Vous marchez dans le corridor jusqu'à un petit hall dont les murs sont recouverts de tapisseries moisies. Une table poussiéreuse se dresse en son milieu, sur laquelle sont disposées des assiettes et des couverts en argent terni. Soudain, vous tendez l'oreille en entendant un bruit de pas provenant d'un corridor qui débouche à l'extrémité de ce hall. Sur la pointe des pieds, vous vous précipitez dans ce corridor qui oblique bientôt vers la droite et vous vous retrouvez face à face avec une monstrueuse créature au corps humain mais à la tête de lézard qui vous fixe d'un air peu engageant de ses yeux globuleux. Le monstre est vêtu d'une espèce de casaque de velours blanc, brodé de rouge et d'un pantalon de velours rouge également. Une fraise blanche qu'il porte autour du cou forme un curieux contraste avec sa peau écailleuse d'une couleur vert sombre. Cette vision de cauchemar brandit un énorme sabre avec lequel elle fait de gros moulinets. « Halte !» vous siffle-t-il. « Qui êtes-vous ? Savez-vous le mot de passe ?»
Si vous souhaitez dégainer votre arme pour toute réponse, rendez-vous au 179. Mais vous pouvez également essayer de le tromper en inventant un mot de passe de votre convenance, ce qui serait beaucoup plus rigolo qu'un combat qu'on a déjà beaucoup eu. Voici l'homme lézard, Lizardman, de Soul Calibur, et dans ce cas-là, je vais aller au 182. Ça pourrait être drôle. Le connaît-il seulement le mot de passe? Je n'en sais rien. Vous lancez à l'homme lézard le premier mot qui vous passe par la tête. Il cligne des yeux d'un air féroce, puis se gratte furieusement la tête, comme s'il était dans le plus grand embarras, avant de vous déclarer de sa petite voix sifflante: « Ça alors ! Je pensais que le mot de passe était sombre aujourd'hui. C'est dû me tromper. » Et à votre grand soulagement d'un signe, il vous laisse le passage. Si vous avez deviné quel était le véritable mot de passe, notez-le sur votre feuille d'aventure. Eh bien, il nous a dit sombre, donc on va le noter. Je sais pas où je vais le noter. Quelque chose d'important. Je vais le noter dans équipement. Le mot de passe sombre. Ok, ça pourra servir un petit peu plus tard. Rendez-vous au 159. Bah, du moins, j'espère que c'était bien ça, qu'il n'y avait pas autre chose à deviner. On verra bien. 159. Vous êtes encore sous le coup du combat que vous avez dû livrer à l'homme lézard lorsqu'une voix s'élève d'une alcôve qui s'ouvre dans le corridor, non loin de l'endroit où vous vous trouvez. « Fabien, espèce de lézard paresseux, est-ce vous? Voilà 1 heure que j'attends mon encre, dépêchez-vous !» Vous pouvez ne pas prêter attention à cette voix. Rendez-vous, dans ce cas, au 107. J'ai pas d'encre, moi. Mais vous pouvez également essayer d'imiter la voix sifflante de l'homme lézard et pénétrer dans l'alcôve, ou tout simplement vous ruer dans cette pièce, l'épée à la main. Eh bien, je vais me rendre dans l'alcôve. 226. On va aller voir ce qui se passe. On va prendre les décisions les plus stupides. On verra bien si on a raison ou pas. On verra bien si on a raison ou pas de le faire. J'aurais dû mettre 2 morceaux scotch ce matin parce que j'ai un petit peu de mal. Votre imitation de la voix de l'homme lézard vous semble en tout point parfaite. Oui, oui, monsieur, c'est fait aussi vite que ça l'est pu. Vous jetez un rapide coup d'œil dans l'alcôve, mais suffisant cependant pour que vous ayez pu y apercevoir un vieil homme assis devant une table, en train d'écrire sur un parchemin à l'aide d'une plume d'oie. Ou plutôt d'essayer d'écrire, car le regard irrité qu'il a porté à sa plume signifie à n'en pas douter qu'il manque d'encre. Votre décision est prise en quelques secondes. Sans la moindre hésitation, vous surgissez dans l'alcôve. Mais au même moment, le vieil homme a levé les yeux et, en poussant un rugissement, il tend la main vers un levier situé non loin de lui. Il vous est possible de le frapper 1 fois avant qu'il ne saisisse ce levier. Lancez un dé. Lançons le dé. 6. De 3 à 6, vous le frappez de votre épée. Donc je lui enlèverai pas de points, puisque je ne... Voilà, il faut pas enlever de points dans ces cas-là, apparemment, puisqu'on ne connaît pas sa vie. Rendez-vous au 208. Donc il va y avoir un combat, mais je l'ai bien commencé. 208. Franchement, on aurait pu s'entendre. Un rire méchant déforme le visage du vieil homme, alors que ses mains osseuses se tendent vers le levier. Mais vous ne lui laissez pas le temps de s'en saisir. Un coup de votre épée l'étend raide mort. Bon, un combat qui n'aura pas duré longtemps. Vous vous approchez alors du parchemin sur lequel il était en train d'écrire. Mais avant même que vous n'ayez pu en déchiffrer le moindre mot, l'homme lézard surgit dans l'alcôve, alerté sans aucun doute par le bruit de la chute du vieillard. « Je vais te tuer, traître !» siffle-t-il en brandissant sa longue rapière. « Allez-vous le combattre ? Ou préférez-vous tirer le levier qui se trouve maintenant à portée de votre main? » Eh ben, on va tirer le levier, comme ça nous évitera de nous battre. Ça serait pas mal, ça. J'espère le faire tomber dans un piège. J'espère surtout ne pas appeler des renforts, parce que sinon, je vais le regretter.
Il est un petit peu particulier, celui-là. Hein, on dirait qu'il est un petit peu linéaire. Mais il est drôle. Il est particulièrement drôle, beaucoup d'imagination. J'aime bien. Voilà. Vous tirez le levier et aussitôt une trappe s'ouvre sous les pieds de l'homme lézard qui disparaît en poussant un sifflement piteux. Vous profitez de ce que le monstre ne soit plus là pour fouiller la pièce, mais vous vous rendez vite compte qu'elle ne renferme rien de bien intéressant. Aussi, sautant par-dessus la trappe ouverte, vous franchissez la porte et vous poursuivez votre chemin dans le corridor. J'allais dire tout ça pour ça, et oui, rendez-vous au 59. Au moins, on s'est bien marré. Oula, c'est pas pour moi. Pendant quelques minutes, vous progressez en direction du nord et vous arrivez bientôt au sommet d'un escalier en spirale qui s'enfonce dans l'obscurité. Après vous être assuré du bon état de votre torche, vous commencez à descendre les marches avec la plus grande prudence. Une odeur de pourriture vous prend soudain à la gorge et l'air se raréfie à tel point que votre torche s'éteint au moment où vous arrivez au bas de l'escalier, vous plongeant dans l'obscurité la plus profonde. Vos cheveux se dressent sur votre tête lorsque vous entendez le bruit provoqué par un hideux glissement qui s'approche de l'endroit où vous vous tenez. Avez-vous lié amitié avec un faucon d'or auparavant? Si oui, rendez-vous au 116. Mais si vous n'avez pas rencontré le faucon d'or, rendez-vous au 93. Ah, mince, pas de faucon d'or pour moi. Je vais devoir affronter l'être putride. Le bruit est tout proche de vous maintenant, et soudain, une odeur putride de vêtements et de matière organique en décomposition vous assaille, alors qu'une masse molle vous bouscule. Il vous est impossible de distinguer quoi que ce soit dans cette obscurité, mais il vous semble évident que pour la chose qui se trouve à vos côtés, il en est tout autrement. Être putride, endurance 12. Être putride. Eh bien, être putride, je t'affronte maintenant. Et je vais envoyer les 2 dés. Allons-y. 10. Si c'est 4, 10. Je lui enlève 3 points. D'accord. Il est donc désormais à 9. Je remets le couvert. Ça fait 7. Je perds 3 points d'endurance parce que j'ai reçu un coup. Ah! J'étais déjà pas loin, hein. J'étais déjà pas bien loin. Ben, on va venir là. 15 moins 3, 12. Attention, il faut que j'ai de la vie pour le combat final, sinon c'est sûr que je vais le perdre. Peut-être vais-je mourir dès maintenant. Ça serait dommage contre un être putride. C'est bon, 11. Moins 3, 6. Je recommence. Faut que j'achète autre chose ce week-end. Ah non, 3 et 3, 6. Je perds encore 3 points, non. Ça fait 9. Oh là 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 là. Mais c'est horrible. Bon, 10. Ça fait 3. Allez, le dernier coup. Je repère 3 points. Ça fait 6 points de vie. Ah, je vais crever, hein. J'arriverai pas au bout, hein. Je vais crever. Aucune chance que je gagne contre le dernier. Boss. Et enfin, voilà, il est mort. 0, caput. Oh, horrible. Horrible. Bien entendu, il vous est impossible de prendre la fuite. Ah oui, remarquez, j'aurais pu essayer. Dans une obscurité semblable. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 46. On en a gros, messire. Le souffle vous manque et vous transpirez à grosses gouttes. Mais malgré les tremblements qui vous parcourent, vous parvenez néanmoins à rallumer votre torche. À vos pieds est étendue une immonde harpie couverte de hardes à demi pourrissantes, qu'elle a sans doute découverte dans un quelconque tombeau. Le sol de la pièce est jonché d'os humains, et vous frémissez à la pensée de ce qui serait arrivé si vous n'étiez pas venu à bout du monstre. Ben, c'est pas passé loin. Mieux vaut quitter ce lieu sans plus tarder. Rendez-vous au 290. Je pense que je vais pas tarder à mourir. Vous progressez maintenant dans un passage étroit au sol glissant. Bientôt, ce passage oblique sur la droite
alors que sur votre gauche se trouve une porte. Elle est verrouillée. Soudain, un bruit de chaîne se fait entendre, aussitôt suivi par un sinistre ricanement. Si vous possédez une clé de bronze, rendez-vous au 108. Sinon, rendez-vous au 24. Alors, je ne crois pas que j'ai de clé de bronze. Je vérifie. Non. À force de ne pas ouvrir suffisamment de portes et de faire le kéké, je n'ai pas réuni beaucoup d'objets que j'aurais pu prendre. Bon, la direction le 24. Est-ce que ce sera le combat final? C'est le combat final. Cette porte est faite d'un épais panneau de chêne et elle ne semble pas facile à enfoncer. Vous pensez qu'il vous en coûterait 2 points d'endurance si vous tentiez de le faire. Si tel est cependant votre choix, déduisez 2 points de votre total d'endurance et rendez-vous au 163. Mais si vous préférez poursuivre votre chemin dans le corridor, rendez-vous au 150. Bon, à la limite, ça serait plus simple d'enfoncer, plutôt que de risquer un autre combat que je perds. Donc, je vais faire ça. Et je vais encore enlever 2 points d'endurance. Et je suis arrivé à un beau petit total de 4. Pour aller au 163. Ça va mal finir. Je l'ai dit, je le redis. L'épaule en avant, vous vous précipitez contre la porte. Le choc est rude et vous perdez 2 points d'endurance et 1 point d'habileté. Ah bah c'est fait les 2, je les ai déjà enlevés. Hein. C'est bon, je les enlève pas. Hein. Et 1 point d'habileté. Maintenant, je suis à 6. Ok, attention, hein, faut pas me la faire, bif. Hein. Je connais. La porte est cependant à moitié sortie de ses gonds et il ne vous est pas difficile de l'écarter un peu plus pour que vous puissiez vous faufiler dans une salle haute de plafond. Des tapisseries décorent tous les murs et une épaisse couche de poussière atténue les vives couleurs des tapis qui recouvrent le sol. Il semble que personne n'ait mis les pieds dans ce lieu depuis des années. Au centre de la salle, posé sur un petit tapis, se trouve un coffret de bronze. Et dans le coin le plus éloigné, vous pouvez distinguer une armure de bronze également, décorée de fines ciselures. Allez-vous quitter cette pièce et poursuivre votre chemin dans le corridor, ou préférez-vous ouvrir le coffret pour voir ce qu'il contient? Alors, comme j'ai pas pris suffisamment d'objets pour l'instant, je vais tenter ma chance au 176, et bien sûr, ça va pas plaire à l'armure qui va vouloir me trouer la peau. Vos pieds font s'envoler de lourds nuages de poussière, alors que vous vous dirigez vers le coffret, l'épaule encore douloureuse du rude coup que vous avez porté à la porte. Vous tendez les mains, et voici le guerrier de bronze que je vais donc devoir affronter, avec sa longue hallebarde pointée sur moi. Eh oui. Donc je tends les mains vers quoi? Vers mon crucifix peut-être, vers le coffret, mais à ce moment, il vous semble entendre une espèce de cliquetis qui vous fait arrêter net, intrigué. Vous levez la tête. Sortant de l'ombre, le guerrier de bronze avance vers l'endroit où vous êtes, sa longue hallebarde pointée sur vous. Il est trop tard pour songer à reculer et vous devez le combattre. Je peux prendre la fuite à n'importe quel moment, parce que là, le guerrier de bronze, il a 15 d'endurance, donc c'est assez chaud, là, un petit peu. Je vais prendre la fuite. Mais je ne me souviens jamais. Je me souviens jamais comment on fait pour prendre la fuite. Donc on va refaire ça vite fait. On va retourner voir. Voilà. Jetez alors 2 dés pour savoir si vous êtes blessé. Si le résultat obtenu est supérieur à votre total d'habileté, vous recevez un coup dans le dos. Et vous perdez 3 points d'endurance. Bon. Eh ben écoutez, on va y aller. On va aller voir ça tout de suite. Donc supérieur à moi, c'est combien moi? 6, donc à partir de 7, c'est foutu. 8. J'ai perdu 3 points d'endurance. Il me reste 1 point d'endurance. Bon, eh bien, écoutez, formidable. Donc, voilà, je vais au 150. Mourir en paix. Ok. Vous prenez le corridor sur la gauche et vous le suivez jusqu'à ce que vous arriviez devant un bloc de pierre qui l'obstrue entièrement.
Sur votre gauche se trouve un levier et sur votre droite s'ouvre une porte. Si vous en croyez les traces que vous remarquez sur le sol, il doit être tout à fait possible de faire bouger le bloc de pierre. Cependant, ces traces se dirigent vers le levier. Allez-vous néanmoins essayer de l'actionner? Rendez-vous au 259, ou préférez-vous coller votre oreille à la porte? Ouais, un peu de prudence. Je vais coller mon oreille à la porte. 195. Vous collez votre oreille contre la porte et vous entendez les sons étouffés de plusieurs voix. Le ton monocorde de ces voix vous fait frissonner, d'autant plus qu'il vous est impossible de comprendre ce qu'elles disent. Vous pouvez essayer d'ouvrir la porte si vous le voulez, mais vous pouvez aussi tirer le levier. Allez, on va rigoler. Pour finir avec bravoure, on va tirer le levier. Vous tirez le levier et le bloc de pierre est alors catapulté vers vous. Je m'en doutais. Vous n'avez qu'une fraction de seconde pour essayer de l'éviter. Jetez 2 dés. Si le résultat que vous obtenez est égal ou inférieur à votre total d'habileté, d'accord, donc il faut que je fasse entre 1 et 5, c'est-à-dire entre 2 et 5 en tout, puisque j'ai 2 dés. Sinon, je suis mort. Souhaitez-moi de la chance, les gars. Ça fait 10. Donc, rendez-vous au 126. Et dans la mémoire immédiate, c'est plus ce que c'est. Votre hurlement est de courte durée, car le bloc de pierre vient de vous réduire en une charpie sanguignolante contre la paroi du couloir. Votre aventure vient de se terminer. Eh bien, je n'arriverai jamais à rejoindre le Seigneur obscur Arcane, ni libérer le roi de sa malédiction et venir à bout du vampire son frère. Eh bien, écoutez, voilà, c'était le Seigneur de l'Ombre. Il est possible qu'on le reprenne une autre fois à partir d'un endroit précis pour qu'on connaisse la fin de cette aventure qui là pour l'instant se termine de manière catastrophique pour moi, et puis peut-être que si ça vous a plu, eh bien on en fera d'autres sur d'autres très célèbres livres de ces collections afin de vivre d'autres magnifiques aventures ensemble. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle nuit des désabusés. Ciao.